Nous sommes à Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo, où nous recevons en exclusivité Edgar Mateso. Il est le premier vice-président de la société civile au Nord Kivu. Edgar Mateso, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Monseigneur Palouk Melkisedeki Sikouli, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, a lancé un message très fort qui, en tout cas, nous devons nous prendre à charge. Vous êtes le président de la société, premier vice-président de la société civile au Nord Kivu. Comment vous avez accueilli ces messages de Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni? Tout d'abord, il faut noter que Monseigneur Sikouli Melkisedeki n'est pas le premier à lasser ces mots d'ordre. C'est-à-dire, c'est le vœu de tout le monde. Tout le monde finalement a compris que le mal a atteint son niveau le plus élevé et qu'il faille que la population se prenne en charge pour sortir de cette situation. Se prendre en charge parce que la population a l'impression d'être sécurisée. La population a tendance de croire que la présence de forces armées de la République et de la police en elle seule suffit pour qu'elle soit protégée. Mais le comble est de constater que depuis 20 ans, 30 ans, les gens continuent à mourir en dépit de la présence massive des forces armées de la République, des forces de la défense, des forces de la sécurité, y compris même les étrangers qui sont dans notre pays, les forces de la MONUSCO, les forces de l'UPDF, aujourd'hui les forces de l'EAC qui sont dans notre pays, sous prétexte qu'ils viennent nous sécuriser. Et sous les effets d'annonce et avec beaucoup de confiance que la population met dans ses dirigeants, malheureusement, elle se trouve en train d'être victime des atrocités de l'ennemi, malgré la forte présence. C'est le cas qu'on a vécu à Maboya, lorsque l'ennemi a opéré toute la nuit. L'ennemi a tué des civils, l'ennemi a incendié des maisons, y compris même deux structures sanitaires qui ont été touchées. Et avec ce genre de comportement, le seul recours, le seul rempart, c'est de dire nous devons finalement nous défendre, nous devons finalement nous protéger. Cela montre que la présence des forces armées de la République est devenue, disons, comme un fantôme. C'est-à-dire que cette force ne nous sert plus à rien. Et si nous avons les forces armées de la République incapables de défendre l'intégrité nationale, à quoi servent-elles? On dirait que nous n'avons plus d'armée. On dirait que nous n'avons plus de police pour arrêter l'ennemi, pour protéger les civils, pour défendre la République. Et ce qui reste alors, c'est que la population devra se prendre en charge. C'est justement le contenu même de l'article 63 de la Constitution qui demande à ce que lorsque le pays est menacé, il faut que chacun prenne ses dispositions pour défendre la République. Malheureusement, c'est encore une fois, comme c'est constitutionnel, c'est l'État qui devrait organiser cette autodéfense. C'est l'État qui devrait coordonner. C'est l'État qui devrait mettre des mécanismes d'accompagnement, les garde-fous pour qu'il n'y ait pas de débordement. Comment cela devrait se faire si l'État prenait ses responsabilités en main? Et l'État devrait nous apprendre chacun comment manier les armes, comment se comporter lorsqu'on est menacé, mais aussi comment mener les renseignements lorsque l'ennemi arrive dans un coin et comment remonter les alertes. Mais l'État, malheureusement, n'a pas fait ça.
les députés qui devraient voter une loi sur l'autodéfense ne l'ont pas fait. Et entre-temps, faudra-t-il se laisser mourir? Et les messages de son Excellence, Monseigneur l'évêque, nous demandent d'éviter la peur. Lorsque nous voyons l'ennemi, lorsque nous apprenons que l'ennemi circule dans tel coin, nous devons prendre nos dispositions pour que l'ennemi ne nous achève pas. Nous devons être à mesure de déjouer ce plan, soit en remontant les alertes auprès des forces de sécurité. Malheureusement, parfois, la population suspecte une certaine complicité dans ces forces, mais la population, les civils sont à mesure aussi d'étendre des pièges à l'ennemi. On l'a vu, par exemple, dans certains coins, lorsque l'ennemi est arrivé, à Butembo comme à Maboya, on est arrivé à mettre la main sur certains suspects qu'on pense être qu'on pense être dans les rangs de l'ennemi. Et ce genre de courage qui anime la population à aller stopper l'ennemi, à aller mettre la main sur ceux qui ont déstabilisé la quiétude, c'est ce genre de courage que nous devons cultiver pour nous permettre à ce que l'ennemi comprenne que nous sommes prédisposés à faire face à lui, à faire front en lui. Et cela devrait être accompagné, comme je viens de le dire, par les services de l'ordre et de sécurité. Parce que tous les fugitifs arrêtés, attrapés par la population, devraient répondre devant les instances de la justice. Mais malheureusement, la justice n'accompagne pas les actions de la population. L'armée n'accompagne pas les actions de la population. La police n'accompagne pas les actions de la population. Et la population se trouve abandonnée. Et lorsqu'elle se trouve abandonnée, finalement, elle tremble dans ce qu'on appelle justice populaire parce qu'elle n'a pas été défendue par ceux qui devaient la défendre. Oui, Edgar Matesso, avec vous, vous savez bien, le message est très fort de Monseigneur l'évêque. Alors, pouvons-nous savoir que le mesure d'accompagnement de l'Église face à l'autoprise à charge que l'évêque du diocèse de Butembo-Beni a lancé ici récemment? Bien sûr, il est difficile de cerner ce que Monseigneur attend par l'autoprise en charge, quel mécanisme il propose, mais à notre attendement, nous pensons que d'abord, il faut éviter la peur, comme je venais de le dire. Il faut éviter la peur, il faut braver la peur et aller jusqu'à déstabiliser l'ennemi. Deuxième chose, il faut être organisé. Que l'ennemi n'entre pas dans un village sans que l'on ne le sache. Et le premier à le savoir doit être à mesure d'alerter les autres. Et quand nous avons développé dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos cellules, des mécanismes de nous alerter mutuellement, bien sûr tout en alertant les services de sécurité, nous devons maintenant passer à la troisième étape, prendre les dispositions utiles. Faut-il courir derrière l'ennemi? Ça, c'est lorsque nous avons réussi à cerner son armement. Et si nous trouvons qu'il n'a pas des armes susceptibles de nous anéantir, nous pouvons prendre la décision de le poursuivre. Ou alors, essayer, comme les alertes seront remontées avant, essayer de nous éclipser en avance et tendre des pièges à cet ennemi pour que, isoler certains de ces ennemis, on peut savoir les arrêter et les empêcher à aller commettre le mal. Et à ce niveau-là, nous devons être à mesure d'identifier même les endroits où ils se cachent. Et si c'est dans la brousse, il y a lieu de créer la débandade dans le cas de l'ennemi, par exemple par des incendies ou alors par des clameurs pour démontrer que nous savons déjà où il se retrouve. On peut siffler, on peut battre des tambours, on peut crier, on peut alerter, on peut dénoncer
pour que l'ennemi se trouve déstabilisé. Mais on ne doit pas se laisser faire, on ne doit pas se laisser abattre. On doit trouver des mécanismes de se défendre, de se protéger. Et dans la mesure du possible, comme c'est prévu dans plusieurs textes de la légitime défense, et comme l'avaient souligné les papes Jean-Paul II, si on arrive à mettre la main sur l'ennemi avant que lui ne mette la main sur nous, et que par malheur pour lui, il arrive à perdre sa vie, et cette erreur ne sera pas imputée sur les auteurs de la mort, mais plutôt il sera lui-même responsable de sa mort parce que il était en train de chercher à mettre fin à la vie des autres, mais ces autres-là ont réussi à l'intercepter avant et ont déjoué ses malignités et ont réussi à le neutraliser. Et tout cela devrait se faire, bien sûr, avec l'accompagnement et l'encadrement de la police. Mais si la police ne veut pas le faire, cela ne devrait pas nous empêcher de le faire nous-mêmes. Voilà pourquoi nous encourageons les organisations au sein de chaque cellule, au sein de chaque quartier, au sein de chaque village, pour les jeunes de pouvoir prendre des mécanismes, définir des mécanismes de l'autoprotection. Et cette autoprotection ne signifie pas qu'il faut adhérer à des mouvements maïmaï ou être des miliciens, mais plutôt qu'il faut développer des mécanismes d'autoprotection sans justement combattre l'État, sans combattre ses frères, sans détruire les patrimoines de l'État ou les patrimoines privés, mais plutôt chercher des mécanismes de privilégier la vie, protéger la vie et promouvoir toute action qui vise à redonner la vie ou alors à élever la vie de nos concitoyens. Oui, revenons un peu à ce qui s'est passé dans les Rutshuru, 4 mois après le combat au repris dans les Rutshuru, donc entre nos forces armées de la République démocratique du Congo et le M23, soutenu par les Rwandais. Et le combat au repris et ça continue. Vous, étant que société civile du Nord Kivu, comment vous avez accueilli ces messages? Nous sommes en train de suivre de près cette situation et nous avons compris que le M23 voudrait appuyer sur l'accélérateur parce qu'il a appris que les dialogues de Nairobi devront reprendre. Or, le M23 voudrait faire avaler à la RDC une pilule amère que la population n'a jamais voulu accepter, celle de l'infiltration de notre pays, l'autorisation de l'exploitation des richesses de notre pays par les étrangers, l'installation des étrangers dans notre pays, bref, la balkanisation du pays. Malheureusement, pour les M23, la population congolaise ne peut jamais accepter que ce gouvernement puisse négocier dans ce sens. Et malheureusement pour nous aussi, il y a eu des trahisons au sein de notre armée. Vous avez appris qu'il y a même un colonel qui serait arrêté pour trahison, pour complicité avec l'ennemi. C'est ce que nous avons toujours dit qu'au sein de l'armée, il y aurait des infiltrés qu'il faut identifier. Il faut les identifier et les mettre hors d'état de nuire. Et voilà qu'il y a un autre qui a été identifié et il a été arrêté. Et nous pensons qu'il est possible qu'il y ait des autres et un contrôle systématique devrait être fait, surtout pour des militaires qui sont affectés au Nord Kivu. Pour le moment, la situation reste précaire parce que ces infiltrés qui sont au sein de l'armée congolaise n'ont pas permis aux forces armées de la République de pouvoir bien se comporter.
Mais notre appel s'adresse à la population de pouvoir continuer à soutenir les quelques militaires qui combattent encore au compte de la République, mais ne pas se leurrer. La population doit continuer à identifier au sein de l'armée ce qu'elle suspecte d'être des complices et les dénoncer le plus rapidement possible chez qui de droit. Parce que tous ceux qui sont en train de faciliter l'agression de notre pays ne doivent pas rester impunis indéfiniment. Il faut qu'à un moment donné, l'on arrive à les mettre hors d'état de nuire et qu'ils ne puissent pas continuer à faciliter ce genre d'agression. Et ils risquent d'aboutir à leur objectif, celui de la balkanisation du pays, ce qui n'est pas acceptable. La population ne devrait pas céder. Oui, nous sommes à la fin de notre entretien, mais avant de conclure, Edgar Mateso, avez-vous un dernier mot, donc un message particulier à nos téléspectateurs qui vous suivent à République démocratique du Congo également dans la diaspora? Nous voudrions demander à ce que s'il y a un Congolais qui a encore un élément qui puisse contribuer à la pacification de notre pays, c'est le moment de l'amener. C'est le moment de les mettre à contribution. La population doit braver la peur. La population doit affronter l'ennemi. La population doit dire non à la chute de notre pays. Nous ne devons pas continuer à mourir. Nous ne devons pas continuer à être la cible de ces Rwandais qui nous agenouillent jusqu'à nous arracher la vie. Mais nous devons prendre le courage pour nous libérer, pour sauver notre pays, pour que notre pays reprenne sa valeur comme ce fut dans les temps où n'importe qui ne pouvait pas venir s'aventurer sur notre sol. Mais nous devons prendre notre élan, nous devons reprendre notre détermination jusqu'à ce que cet ennemi se retrouve devant ou alors contre les murs de la résistance de la population. Cette résistance doit continuer, nous ne devons pas lâcher, nous devons continuer à dire non à tous ceux qui sont en train de nous agresser. Et que donc les militaires qui ne veulent pas combattre, les militaires qui ne veulent pas nous défendre, ils doivent comprendre que du moment où ils choisissent de ne plus défendre la République, ils cessent d'être une armée républicaine et qu'ils ne doivent pas attendre que cette population se retourne contre elle, mais plutôt ils doivent renforcer le mariage entre les civils et les militaires. Et ce mariage ne sera possible que lorsque ces militaires seront en train de défendre radicalement notre terre pour que l'ennemi ne trouve plus par où passer. Merci Edgar Mateso de nous avoir accueillis dans votre bureau. C'est plutôt à moi de vous remercier. Nous sommes à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir regardés. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele à la présentation. Au revoir.